Il est 9h23, merci d'être avec nous et merci à nos invités d'être là. Aurore Boyard, bienvenue, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et du patrimoine et vous venez pour ce roman « Lorsque les robes s'en mêlent et s'en mêlent ». Oui. Voilà, c'est ça, bienvenue. Et Sarah Salman, avocate au barreau de Paris, spécialiste au barreau du droit de la famille, du divorce et du droit pénal. Merci d'être avec nous pour Bonjour. ce livre, vous, que vous avez coécrit avec Olivier Cousy, Tout pour se défendre, aux éditions Robert Laffont. Oui, voilà. Alors, entre une jeune avocate et une avocate plus expérimentée, vous allez nous donner votre impression quand même aussi, parce que de plus en plus, quand même, on se pose la question, est-ce que la justice est accessible à tous? De plus en plus, on va vers une société à l'américaine, c'est-à-dire judiciarisation des affaires, mais est-ce qu'elle est accessible en fait à tous? C'est l'une des grandes questions qui revient. Aurore Boyard et ensuite Sarah Salman. Alors moi je dirais que non, aujourd'hui, avec toutes les réformes qui se font, on rend la justice beaucoup moins accessible aux particuliers, aux justiciables, tout simplement parce qu'il faut désengorger les tribunaux. Le problème de la justice aujourd'hui, c'est le manque de magistrats, le manque de greffiers, le manque de moyens, et les affaires s'accumulent et augmentent. Le nombre d'affaires augmente tous les ans. On a le même nombre de magistrats qu'en 1880, alors que nous sommes en 2021 et que les affaires ont été multipliées par 10, voire par 15. Oui, Sarah Salman, vous, avec votre vision... Regard plus neuf. Plus neuf, oui, absolument. Regard plus neuf, mais comme j'ai co-rédigé ce livre avec le bâtonnier du barreau de Paris, Olivier Cousy, ça nous a permis aussi d'avoir une transversalité dans la vision. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment un manque d'accès aux droits. Et ce que j'ai voulu faire, c'est aussi vulgariser. Bien sûr. Parce que, en fait, les gens n'ont pas conscience de leurs droits, n'ont pas connaissance de leurs droits. Et par rapport à ce que disait mon confrère, je rejoins ses propos parce qu'il y a un problème d'accès à la justice, dans le sens où si on commence une action, on est pressé, si c'est pour avoir une date d'audience à la Saint-Glinglin, c'est quand même embêtant. Et quand les justiciables arrivent à l'audience, ils se disent, j'ai attendu 10 mois, et l'audience, c'est one shot, en 10 minutes top chrono, c'est fini. Donc oui, il y a un sentiment, bien sûr, d'incompréhension. Ce qui était incroyable, c'est que la justice a été confinée. Alors, du coup, ça a forcément encore freiné tous ces dossiers. C'est incroyable de se dire que la justice a été confinée. Alors, la justice a été confinée, alors que 6 semaines, quand même, on a fait partie. On n'a eu qu'un seul confinement. Derrière, on s'est adapté. Mais effectivement, je pense que ça tient au fait que on ne savait pas. Ce virus, on ne connaissait rien. Donc, effectivement, ça a été très dommageable. Ça a été très ennuyeux parce que on a eu du retard. On a forcément accumulé du retard. Et il y avait déjà du retard. Et il y avait déjà du retard, bien évidemment. Et il faut arrêter de dire que c'est à cause des grèves des avocats, parce que ça, on l'a entendu. Il y a du retard parce qu'il y a des manques de magistrats, il y a des manques de greffiers, et encore aujourd'hui, on le voit bien, nous, on le vit au quotidien. Mais est-ce que ça veut dire que les clients peuvent se sentir lésés d'une manière ou d'une autre? Évidemment. Ah oui, carrément. Bien sûr que... Et carrément, parce que la dématérialisation des procédures, faut pas que ça devienne la norme. Ça veut dire que maintenant, on entend, on va faire un dépôt de dossier pour aller plus vite. Alors qu'à mon sens, la plaidoirie, c'est aussi ce qui permet d'humaniser le dossier. On ne peut pas plaider par observation en disant on va faire ça rapide comme ça. C'est ce qui se fait de plus en plus. Oui, c'est-à-dire qu'on ne se rencontre plus. À mon sens, doivent lutter contre ça. Mais c'est ce que j'explique dans mon livre d'ailleurs, où j'explique que c'est les relations avec les magistrats, votre livre, en fait, c'est ça. Bon, mais il y a une histoire derrière, bien sûr. Je parle aussi du problème que l'on a, c'est-à-dire que des magistrats nous demandent de ne pas plaider, de déposer les dossiers, et là où je suis stupéfaite, c'est que des confrères acceptent. Et vraiment, ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, alors que notre métier, c'est de plaider. On va déposer le dossier, il n'y a pas de souci. Oui, il y a des confrères qui disent oui, on va déposer le dossier. Il y a même des déposer confrères le dossier pour les auditeurs. Il y a même des confrères qui le demandent, comme dit Sarah. Expliquez-nous, déposer le dossier, ce que ça veut dire. Déposer le dossier, ça veut dire qu'on arrive devant le juge, on lui tend notre dossier, il nous donne la date de délibéré, il s'en va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mot d'échangé sur l'affaire. Il ne voit même pas le client. Voilà. Donc on ne voit plus le client. C'est vraiment déshumanisé. C'est comme une entreprise, en fait. La justice est en train de s'éloigner alors des Bien justiciables. sûr, des justiciables, mais venez dans les tribunaux, venez dans les juridictions. Les seules juridictions aujourd'hui dans lesquelles on plaide encore l'intégralité des dossiers, c'est le tribunal correctionnel et c'est également le conseil de prud'homme. Pour qu'on comprenne bien justement cette notion de déshumaniser dans un procès, alors ensuite il y a eu les masques, on dit que pour un avocat c'est quand même très important, ou même pour les juge de voir le prévenu, de voir sa réaction. Enfin voilà, il y a plein de choses qui aujourd'hui sont importantes justement pour ces procès. C'est justement ce que dit l'avocat, ce que disent les personnes là, et de voir ce qui se passe et de comprendre la situation. Oui, c'est le contact humain.
puisque forcément, quand un juge interroge un client, notamment en matière correctionnelle, il voit, il y a la spontanéité. À partir du moment où il y a un masque, à partir déjà du moment où on est... Bien sûr, il y a, alors oui, il y a le box déjà qui est gênant. Masque, et puis en plus, quand on est en visioconférence, parce que avec les problèmes de pénitentiaire, des fois, ils ne les extraient plus et on les a en visioconférence. Alors quand ça bug, c'est la catastrophe. Quand ça fonctionne, c'est complètement déshumanisé. C'est un vrai problème parce qu'il y a la spontanéité des audiences qui devrait être là. Et puis, on est quand même toutes les deux, on pratique le droit de la famille. Moi, j'ai écrit un papier lorsqu'il y a eu la réforme. Cette réforme du divorce est une honte parce qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait l'audience de conciliation. Et l'audience de conciliation, le magistrat, c'est tout simple, il avait des mouchoirs à côté de lui. Parce que lorsque les époux les rencontraient seul à seul, c'était la seule fois où ils voyaient le magistrat et ils pouvaient leur expliquer leur vie, un petit peu ce qu'ils ressentaient dans le cadre d'un divorce. Et c'était pas rare que le magistrat donne son mouchoir parce que c'est quand même un drame personnel de divorcer. Aujourd'hui, ça n'est plus. Sous prétexte de soi-disant raccourcir les délais, sauf que les délais, ils se sont allongés, on n'a rien raccourci du tout et on a enlevé cette part d'humanité, alors que s'il y a bien un domaine dans lequel l'humanité doit rester, c'est bien le droit de la famille. Et d'ailleurs, Sarah Salman, c'est l'un des secteurs où ça explose le plus, évidemment. Alors, les séparations, les divorces, les litiges aussi. Non, puis même, c'est une tendance. Et c'est vrai, accentué peut-être par le confinement. A quand même accentué, et ça a accentué aussi, je dirais, les violences conjugales. C'est-à-dire que maintenant, ils étaient en huis clos. Il n'y avait même plus cette possibilité d'avoir un peu de souffle quand le conjoint violent était pas là. Là, c'était vraiment un vase clos. Et aussi, j'aimerais souligner que dans les violences conjugales, on oublie la dépendance économique et financière. Ça veut dire qu'une femme victime de violences conjugales, enfin je dis une femme, en fait ça peut être un homme aussi, mais c'est majoritairement des femmes. Enfant, concrètement, vous partez comment ? Et ça, le droit ne répond pas vraiment à ça. C'est-à-dire que on peut vous expliquer, vous pouvez demander une ordonnance de protection. Alors là, les choses ont quand même été accélérées. On l'a quand même plus rapidement. Oui. C'est rendu 6 jours à compter de la date d'audience, donc c'est quand même un progrès. Et il faut agir aussi au pénal. Mais la dépendance économique est là. Est un enjeu. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Sarah Salman et Aurore Boyard. Et vous voulez poser vos questions à des avocates, Cécile. J'allais dire le numéro, puisque je le connais par cœur depuis, parce que je vous assure. 0826 300 300, vous voulez poser vos questions. Quelles questions voulez-vous poser ? Est-ce que vous avez une défiance vis-à-vis des avocats ? Parce que ça aussi, c'est un vrai problème, qui sont soumis aujourd'hui à une pression de leur clientèle. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez dire sur la justice ? Est-ce que vous êtes pro-justice ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'elle est là et qu'elle fait bien son travail ? 0826 300 300, on revient tout de suite, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h34, on est très bien entouré avec Patrick, il peut rien nous arriver ce matin. Aurore Boyard est avec nous, avocate spécialisée au droit de la famille et du patrimoine, et Sarah Salman, aussi avocate au barreau de Paris au droit de la famille et du divorce et du pénal, avec 2 livres ce matin. Donc le livre de Sarah, c'est Tout pour se défendre, mes droits, mode d'emploi. C'est un très bon mode d'emploi, c'est intéressant aux éditions. Surtout, il y a plein de petites situations. Exactement, la vie quotidienne. Robert Laffont, et puis celui d'Aurore Boyard. C'est un roman très sympathique qu'on aime beaucoup lorsque les robes s'en mêlent en un mot. Voilà. Relation magistrat-avocat. Il doit s'en passer des histoires. On apprend un petit peu. Je le disais tout à l'heure. Allez, Didier est en ligne avec nous du Béarn. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bonjour Sud Radio, bonjour à votre avocate, bonjour maître. Oui. Bonjour. Voilà, je viens pour une chose. Bon, je reprends l'émission en cours. Oui. Et je pensais à un sujet qui m'est arrivé personnellement par rapport à un avocat. J'avais une affaire et je trouve que les avocats entre eux, c'est comme nous les agriculteurs, comme tous les métiers, on se connaît un peu tous. Et moi, je me suis trouvé un jour, avec mon avocat et la partie adverse. Et un soir, je suis parti dîner dans la ville de Pau, on va dire. Et je me suis retrouvé avec mon avocat et ma partie adverse face à face. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que les avocats se parlent ou ils se connaissent, c'est vrai. Alors, Aurore Boyard. Et ensuite, l'affaire aujourd'hui, s'ils veulent faire traîner une affaire, moi je dis, ils peuvent aller très loin et s'arranger entre eux. Voilà, le fantasme des avocats qui s'arrangent. Alors, écoutez, maître, quand vous dînez un soir avec la partie adverse, excusez-moi. Par la partie adverse, vous entendez l'avocate
adverse, monsieur, on est bien d'accord. J'avais mon avocat, et mon avocat, il me dit, vous me dites pas bonsoir. Mais j'ai écouté, vous êtes à la partie adverse et vous voulez que je vous dise bonsoir. J'ai dit. Non, mais monsieur, vous savez, un barreau, c'est composé, donc je parle pour le barreau de Toulon, on est 500. À Paris, c'est différent, tous les avocats ne se connaissent pas. Mais nous, à Toulon, nous nous connaissons quasiment tous. Nous, dans les dossiers, nous ne sommes pas d'accord. Moi, il m'est arrivé d'avoir une audience extrêmement virulente avec un confrère, dans lequel on défendait nos deux clients et d'aller boire un café ensemble. Vous ne pouvez pas vivre dans le conflit en permanence avec des confrères que vous croisez tous les jours. Alors, on s'aime, on se déchire, on se sépare. Voilà. C'est ça la vie du barreau. C'est comme la vie de tout le monde. Il y a des affinités, il y en a pas. Faut pas croire. On est comme tout le monde. Donc après, les arrangements, moi, je ne m'arrange pas dans un dossier que ça soit bien clair. Mais il m'est arrivé d'aller déjeuner avec un confrère ou une consoeur d'ailleurs, parce qu'entre nous, on a des principes qui sont des principes de confraternité. Ça peut être violent. Il y a aussi des avocats qui se détestent entre eux, comme il y en a qui s'apprécient. Mais c'est pas parce qu'on s'apprécie et qu'on va manger ensemble qu'on va s'arranger sur un dossier. Puis je vous rassure, on a aussi autre chose à faire que parler des dossiers des clients. On a aussi des vies personnelles. Non mais, et Didier, vous, ça s'est terminé comment dans votre affaire, dans votre histoire? Du coup, j'ai continué mon affaire avec eux, mais j'ai pas été, j'ai eu gain de cause d'une certaine façon parce que j'ai argumenté. C'est bien. Alors Didier, mais pas suffisamment visiblement. Mais le problème qu'il y a, moi je dis, c'est aujourd'hui, si vraiment il y a le côté, l'aspect financier, ça peut aller très loin. Je trouve que justement, j'en ai parlé la prochaine fois, j'ai dit, parce que là c'était une assurance qui m'avait conseillé, sur un conseil juridique, et bien je leur ai demandé la prochaine fois que j'allais me chercher un avocat, je me prendrais un avocat d'une autre région. Oui, mais on peut peut-être un petit peu comprendre la peur, évidemment, que les avocats s'entendent ensemble, aussi pour faire monter un petit peu les enchères. C'est ce que vous dites financièrement, quoi, Didier. C'est ça, vous avez peur de ça, quoi. L'affaire peut s'arranger. Il suffit, je l'ai vécu ça dans d'autres pays, dans un autre pays. Et bien aujourd'hui, c'est à celui qui donne le plus qui aura le plus. Si je peux me permettre. Sarah Salman, qui est jeune avocate, donc vous avez compris, Didier, il y a une expérimentée et une jeune. L'assurance peut vous soumettre des noms, mais ne peut pas vous imposer un nom. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas confiance en votre avocat, quelle que soit la raison, eh bien vous pouvez tout à fait en changer. Oui, bien sûr. C'est hyper important d'avoir confiance. Moi, je rejoins les propos de mon confrère. Je pense qu'il n'y a pas d'arrangement possible. Alors, au barreau de Paris, on est plus de 30 000, très clairement. Voilà. Mais moi, ça m'arrive de rentrer en voiture avec un confrère que j'ai croisé à l'audience et pourtant, on n'était pas d'accord. On n'a même pas parlé du dossier. Mais si vous n'avez pas confiance en l'avocat, moi, je vous conseille d'en changer parce que c'est hyper important d'avoir confiance. C'est comme un médecin. Mais quoi qu'il en soit, les avocats doivent se parler, même en étant adversaires, doivent se parler pour parfois essayer de s'arranger pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Mais nous, on est là, on défend l'intérêt de nos clients. Donc, on ne va pas enfoncer le client pour faire plaisir à la partie adverse. D'ailleurs, est-ce qu'il y a de la rémunération en fonction aussi du gain ou pas des affaires? Il peut y avoir un honoraire complémentaire de résultat, mais ça ne peut pas être fondé exclusivement sur cet honoraire de résultat. Mais ça arrive aussi. On peut en ajouter, par exemple, sur une prestation compensatoire, vous pouvez rajouter un honoraire complémentaire de résultat. Donc complémentaire, ça veut dire que ça vient en plus des honoraires au forfait ou au temps passé. Voilà Didier, merci beaucoup, j'espère qu'on a répondu à votre question, votre interrogation. Je préférais rémunérer mon avocat au résultat. Voilà. Uniquement au résultat? Vous ne pouvez pas, c'est impossible uniquement au résultat. C'est pas possible, monsieur. Il faut prévoir un fixe. Voilà, pas que de quotalité. Il faut qu'il y ait un fixe, c'est ça. Mais écoutez, très bien. Mais c'est bien essayé quand même, Didier. Merci beaucoup, Didier, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Autre regard sur l'ensemble des affaires. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne met pas une pression supplémentaire, Sarah Salman? Alors, le problème, c'est le risque de tomber dans une justice médiatique. Ça veut dire que vous avez une personne où on lit « Ah, il est violeur ». Mais il est violeur de rien du tout. Il est présumé innocent et la justice tranchera. Et ça, d'ailleurs, il me semble que tu as eu aussi un dossier très récemment. Pas plus tard qu'hier, où j'ai été obligée de faire rectifier le tir parce qu'il y avait marqué un enfant enlevé, enlèvement d'enfant de 5 ans. Non, je suis désolée. Donc l'article de journal qui est paru il y a 2 jours en fait comportait d'énormes erreurs et j'ai été obligée de rectifier le tir. C'est-à-dire qu'une des familles disait oui, l'enfant a été enlevé alors que finalement il n'avait pas été enlevé. Il est paru dans la presse que de sources policières il y avait un enlèvement d'enfant par des tiers et en réalité pas du tout. C'est le papa qui était venu rechercher son enfant et de la partie
particularité du dossier. Alors, en plus, il disait en instance de divorce, ben non, il n'y a pas de procédure de divorce. Et la particularité du dossier, c'est que comme il y a rien n'a été tranché sur les enfants, donc le père et la mère ont autant de droits l'un que l'autre et donc autant de droits d'avoir les enfants. Alors, on ne va pas rentrer dans l'humain, parce que mais là, c'est avant tout un problème humain et c'est pas tellement un problème juridique. Voilà. Mais il y a ça, et puis il y a les fuites aussi de dossiers sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pire que tout. Parfois, vous êtes informé du dossier par des stories Instagram quand même. De plus en plus, c'est ça. Mais même dans l'affaire Berry. C'est-à-dire que il communiquait par story. Richard Berry, Colin Berry, il communiquait par story interposée. C'est-à-dire qu'on prend la story et les journalistes la recopient. Et les avocats, ils conseillent quoi, justement, face à ça? Surtout pas médiatiser, ou alors parfois il faut médiatiser, parce qu'on se dit si ce n'est pas médiatisé, ça ne va pas bouger. Il y a un juste milieu aussi. Mais on médiatise lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Voilà, c'est tout. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, on médiatise, et ça c'est parfaitement normal, parce que il y a parfois des situations où si on médiatise pas, ça devient extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a un jour où vous vous êtes dit finalement, alors vous, Sarah, vous venez d'arriver au barreau, mais plutôt Aurore, est-ce qu'à un moment donné vous avez envie de jeter l'éponge en disant les clients sont de plus en plus agressifs, ils nous demandent de plus en plus, la profession est compliquée, est-ce qu'il y a un moment, parce que tous les avocats disent c'est une vocation, mais est-ce qu'on peut lâcher la barre? Pour moi, ça doit m'arriver peut-être 10 secondes tous les 6 mois de penser ça. C'est un métier qui est passionnant, mais qui est d'une violence inouïe. Notamment droit de la famille, qui nous amène de toute façon, quand on fait du droit de la famille, comme on le fait Sarah et moi, on est obligé de faire du pénal, des assises, du correctionnel, parce que le droit de la famille, il mène forcément au droit pénal. Et c'est un Pourquoi droit pénal pénal de la famille, violence conjugale. Pourquoi violence conjugale, enlèvement internationaux d'enfants, des vrais non-représentation d'enfants. Non-représentation d'enfants. Il y a des tas de domaines. Et en fait, il y a 24 ans, quand j'ai démarré, le droit de la famille, c'était considéré comme une matière, mais alors ridicule. Et les avocats comme moi qui faisaient du droit de la famille, on était très mal considérés, même par nos propres confrères. Et aujourd'hui, c'était les grandes affaires criminelles. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est une matière noble, parce qu'en fait, ils ont un petit peu réfléchi, puis ils se sont dit, mais oui, puis vous le voyez, dans tous les féminicides, dans les crimes qu'il y a, on se dit, bah oui, mais tiens, il y a des mecs qui tuent leurs femmes, puis il y a aussi des femmes, des fois, qui tuent leurs maris. Et puis, il y a des enfants aussi qui meurent sous les coups des parents. Et donc, on se rend compte que, effectivement, quand ça dysfonctionne dans la famille, ça amène à des drames, et donc ça amène au droit pénal. Oui. Alors, pourquoi vous êtes venu vers cette profession, vous, puisque vous êtes plus jeune, Sarah Salman, alors que l'on dit aujourd'hui qu'il y a des avocats qui n'arrivent pas à gagner en fait leur vie de plus en plus. C'est vrai, il y a plein d'avocats qui n'arrivent pas à gagner leur vie. En fait, c'est extrêmement hétérogène. D'un côté, vous avez les gros cabinets anglo-saxons, des avocats comme Hervé Temim, avant Éric Dupond-Moretti, qui ont effectivement des honoraires conséquents. Qui travaillent sur de grosses affaires. Bien sûr. Notamment. Et c'est tout à fait justifié. Et vous avez des avocats qui gagnent même pas le SMIC. Donc le salaire médian était à peu près en 2019 de 43 000 euros par an. Mais en fait, vous enlevez les charges. Ça veut dire que les gens, quand ils donnent 3 000 euros à un avocat, en réalité, l'avocat, il lui reste plutôt 1 400. Parce qu'il y a toutes les charges, la location du loyer professionnel. Et c'est pas du tout... parce que le client se dit, mais s'il prend 3 000 euros 10 fois dans le mois, c'est le roi du pétrole. Mais pas du tout. Non, mais c'est vrai. Moi, on m'a dit récemment qu'une bonne partie des avocats, notamment dans certaines grandes villes, et c'est le cas à Paris, gagnaient à peine le SMIC et étaient en train de se reconvertir. 40%. Et après, je me permets aussi de rebondir, c'est qu'il y a des gens, des confrères, qui ont 2 ans de barreau et qui quittent déjà la robe. Il y en a, il me semble que les chiffres, c'est un qui part dans les 5 ans, un truc comme ça. Pourquoi ? Parce que justement... alors déjà, si vous êtes en collaboration, ça veut dire que vous travaillez pour un associé, ce qui n'est pas mon cas, il faut que ça se passe bien, et les collaborations, il y a autant de... C'est compliqué. Voilà. Après, ça demande énormément de travail. Pour la vie personnelle, c'est compliqué aussi, j'imagine. De toute façon, c'est un métier de vocation, parce que c'est comme médecin urgentiste. Moi, je dis qu'aujourd'hui, un avocat, nous sommes les chirurgiens du droit. Nous travaillons dans l'urgence en droit de la famille. Ça veut dire que moi, on peut m'appeler à 5h du matin pour une garde à vue, j'y vais. Je me pose pas la question. Et je vais juste faire un petit point psycho là, mais est-ce qu'on se rend compte du poids finalement de son travail sur la famille, par exemple ? Bah oui, moi, mes 2 enfants ne veulent pas devenir avocats, par exemple. Parce que là, ça fait 8 semaines que je n'ai pas de week-end. Oui. Donc, c'était une vocation. Moi, c'est toujours une vocation. Je pourrais pas faire autre chose comme métier. J'adore ce métier. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier d'avocat ? C'est-à-dire, il y a autant de diversité. Ça veut dire que chaque jour, je peux pas dire demain comment ça sera, parce que chaque dossier est différent, chaque personne est différente, et j'en apprends tous les jours. C'est passionnant. Et je pense. Et c'est de se battre pour la justice et contre l'injustice, c'est ça ? C'est ce qui vous compte. Vous portez la voix de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est un honneur. Vous représentez quelqu'un. Et pour revenir un peu au magistrat, est-ce que y a beaucoup de gens qui remettent en doute l'impartialité des magistrats, ça c'est une question qui est assez récurrente. Quel est votre avis dessus ?
Alors moi, j'ai écrit un livre avec un magistrat, puisque mon co-auteur est Olivier Lambert. On va le citer, Olivier Lambert, qui est à Toulon. Oui, qui est vice-président d'ailleurs à Toulon et qui a fait beaucoup de contentieux de la personne, puisque bon. Et en fait, on a d'excellents rapports. Je dirais que dans 95-98% des cas, les rapports avec les magistrats sont très sympas. Après, nous, on n'est pas au barreau de Paris. La différence, c'est que moi, je suis sur un barreau de province. Nos magistrats sont accessibles, on peut les appeler, on peut aller les voir quand on a un problème dans un dossier. Un problème dans un dossier, ça ne veut pas dire qu'on va s'arranger dans le dossier ou qu'on va lui demander une faveur. C'est par exemple qu'on a un renvoi à demander. On le gère 8 ou 15 jours avant. Ça arrange tout le monde parce que le magistrat, du coup, peut peut-être rajouter le dossier de quelqu'un d'autre, alors que nous ne pouvons pas plaider le nôtre. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Tous les désaccords entre avocats et magistrats, ça ne sort pas dans la presse, c'est pas comme l'affaire Solacaro. Il faut que ça soit bien clair. Ça peut arriver, ça peut arriver, mais c'est rare. Par contre, il y a des clashs régulièrement entre avocats et magistrats. Ça se règle entre quatre yeux, entre gens intelligents. Moi, j'en ai eu dans toute ma carrière. Mais nous, il y a plus de distance au barreau de Paris. Les juges changent tout le temps. Parfois, moi, je commence un dossier avec un juge. 6 mois plus tard, ces chaises musicales, ils ont déjà changé. Donc, c'est difficile dans ces conditions de défendre en fait son dossier face à un nouveau magistrat. Quoi. Oui, parce que vous vous dites, même le client se dit, mais est-ce qu'il connaît le dossier? Il faut rassurer aussi le client, ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Merci en tout cas à toutes les deux. Lorsque les robes s'en mêlent et s'en mêlent, avec évidemment ce jeu de mots, Aurore Boyard et Olivier Lambert, le magistrat, et Sarah Salman avec le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy. Alors ce sont des situations. Tout pour se défendre, mes droits à mode d'emploi. Par exemple, mon voisin me gâche la vie. Que faire? Vous prenez cette situation. C'est vrai que ça, ce sont les conflits de voisinage comme les conflits familiaux sont parmi les plus répandus. Ce sont des expériences de terrain. De terrain. Je ne sais pas si ça si c'est du vécu, mais il y a des choses intéressantes. En tout cas, on s'y retrouve. En tout cas, à lire absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.